Annie a les épaules usées, Véronique c'est les talons, Sylvie c'est les genoux, Nathalie c'est les hanches. Et en vérité, quand on les interroge, il y en a qui cumulent, qui ont à la fois les épaules, les genoux, les hanches usées. C'est l'une de mes découvertes, moi, au cours de ces auditions, c'est que les métiers de lien, d'auxiliaire de vie sociale, sont aujourd'hui plus accidentogènes que le bâtiment. Il y a plus d'accidents du travail, il y a plus d'inaptitude aujourd'hui chez les aides à domicile que dans la maçonnerie. Et quand on discute avec les officières de vie sociale, c'est vrai qu'il y a un côté, j'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui n'est pas droit. Elles sortent du travail bien souvent par de l'inaptitude, alors que déjà qu'elles ont un salaire qui est faible, il devient encore plus faible, et ça ampute d'autant leur maigre retraite. À force, pourquoi ? À force de soulever les malades. Une étude, donc on a auditionné le président de Proconsult, qui a un cabinet d'accompagnement, et qui disait « On a découvert le métier en 2015, on est tombé de l'armoire. Avec l'aide à domicile, on se croirait du temps de Zola. Nous avons une fierté de prendre en charge une profession aussi sinistrée. On joue un peu un rôle de SAMU. » Eh bien, je crois qu'il y a des solutions à apporter. Par exemple, le fait que sur des interventions lourdes, il puisse y avoir du binôme qui intervienne. Le fait qu'il y ait un diagnostic logement qui soit porté au domicile du bénéficiaire avant intervention. Voire qu'on ait des plans de formation et d'entrée vers d'autres métiers pour que quand l'usure est là, eh bien, on puisse poursuivre une carrière ailleurs. Merci, monsieur le rapporteur général. Défavorable. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Un mot pour dire que derrière chaque histoire, témoignage, je ne sais comment dire, en tout cas fait utilisé par monsieur Ruffin, il y a évidemment de la précarité, il y a des solutions que le gouvernement apporte à son rythme. Peut-être que ça ne va pas assez vite, mais en tout cas, nous les apportons. Ce qui est dommage, monsieur Ruffin, je vous le dis comme je le pense, c'est que à chaque fois que vous avez, au cours de ces 5 amendements, présenté des cas particuliers ou rapporté des témoignages, vous l'avez fait en rapport avec un amendement qui n'avait pas grand-chose à voir, puisqu'à chaque fois derrière, vous ne l'avez pas évoqué, il y avait des créations de taxes sur telle ou telle assiette dont nous aurions pu discuter. Je vous remercie pour les conseils que vous donnez à mes collaborateurs, mais je vous assure qu'on fait tout pour franchir les tests de recevabilité qui sont de plus en plus élevés. Donc on vient se placer là où c'est possible. Maintenant, le gouvernement avance à son rythme, vous nous dites. Mais à quel rythme ? En juin 2018, Emmanuel Macron promettait une loi grand âge pour le janvier 2019. On est maintenant à l'automne 2020. Et Anne, ma sœur Anne, on ne voit toujours rien venir. Il y a une crise sanitaire, elle est arrivée début 2020 et ce n'était pas programmé pour l'instant. Et donc, juste qu'on nous dise les mots dans votre budget, monsieur Dussopt, assistante maternelle et auxiliaire de vie sociale, ces mots étaient inexistants. Donc je ne sais pas où est-ce que je peux me greffer dans un texte où ces préoccupations sont absentes pour le gouvernement, en tout cas absentes du budget. Et je le redis, j'ai parlé des assistantes maternelles, elles se sont dévouées pendant la crise, elles n'auront toujours pas la prime Covid. Et mon interpellation, parce que j'ai par ces amendements une fonction d'interpellation sur les métiers, je n'ai pas de réponse pour elles. Je n'ai pas de réponse au fait qu'il y a 300 000, 400 000 personnes qui ont continué à travailler et qui devraient avoir le droit à une prime. Ça serait le minimum en vérité. Monsieur Ruffin a la parole pour le 1964. Il faudra nous rappeler que notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Ce sont les mots du président de la République au printemps et aujourd'hui à l'automne, en ce moment de vote du budget, il faut nous en rappeler. Il faut nous rappeler par exemple de Isabelle qui raconte, assistante maternelle dans la Somme à Péquigny, « Le 14 mars, on s'est retrouvés complètement livrés à nous-mêmes, sans masque, sans gel, sans rien, avec aucune nouvelle de la PMI, ça sonnait dans le vide, les bureaux étaient déserts. On était perdus, elle dit. Et elle, malgré ça, elle a continué à accueillir les enfants des soignants, des enseignants, des routiers, et elle me dit, ils ont même relevé mon plafond d'agrément afin que tout le monde puisse continuer à travailler grâce à elle et à être accueilli, avec du coup du travail en plus pour elle. Tous les soirs, je désinfectais ma maison. Je faisais 7h, 19h et ensuite, pendant près d'une heure, je passais du produit partout, ce que je fais encore d'ailleurs. Et elle dit, les protocoles, on les a reçus qu'à la fin du confinement. Et là, ils se sont montrés pointilleux. Ils ont surveillé qu'on respectait bien tout. Pourquoi pas, mais sans un remerciement, sans un comment ça va.
alors qu'on a travaillé seul, abandonné, dans la peur, on peut dire, durant les 2 mois de confinement. Et elle ajoute cette question, la prime, d'ailleurs, est-ce qu'on va la recevoir? Personne n'a pensé à nous la verser. Alors je vous interroge, Madame la ministre, je vous interroge sur ces oubliés du budget. Le mot assistante maternelle n'y figure pas. Sur les oubliés de la prime Covid, nous venons vous rappeler les propos du président de la République ce printemps. Où comptez-vous améliorer leur statut? Où comptez-vous améliorer leurs revenus? Merci. Alors sur le 1964, monsieur le rapporteur général. Oui, monsieur Ruffin nous parle des assistantes maternelles, mais son amendement voudrait créer une taxe pérenne sur le bénéfice des entreprises qui ont recours à des commandes par voie électronique. Il est difficile de considérer comme une contribution pérenne ce qui pourrait être une contribution exceptionnelle, ce qui est en fait une contribution pérenne. Votre taux à 10% sur les bénéfices créerait une rupture d'égalité dans les charges publiques entre les entreprises qui ont recours au commerce en ligne et celles qui ont recours au commerce physique, qui a peu de chances de passer le test de constitutionnalité. Enfin, vous menacez très directement des entreprises françaises du secteur, grandes ou petites, dont les bénéfices sont localisés en France et non leurs concurrents étrangers qui livrent en France et que vous semblez vouloir viser. Par ailleurs, même si je partage avec vous la reconnaissance que nous pouvons avoir envers les assistantes maternelles, comme je pense chacun sur ces bancs et leur action pendant la crise, je salue aussi par la même occasion l'action de la CNAF et de la branche famille au sens large qui a aidé les maisons d'assistantes maternelles durant cette crise, donc un avis défavorable. Merci. Même avis, monsieur le ministre. Monsieur Ruffin, vous avez la parole en réponse. Oui, moi, vous savez, je m'en fiche que vous passiez par la taxe du commerce en ligne ou par un impôt sur les bénéfices de l'industrie pharmaceutique ou par une taxe sur les milliardaires. Ce n'est pas le sujet. La question, c'est où dans le budget il y a quelque chose, et même je dirais de pérenne, pour les assistantes maternelles. Vous me dites que ça ne passera pas le test de la constitutionnalité. Ça a déjà passé le test ici, de la recevabilité. Et donc moi, je vous interroge, monsieur le rapporteur, je vous interroge en tant que politique. Là, il y a 400 000 femmes assistantes maternelles, dont un bon nombre ont continué à travailler pendant le Covid pour accueillir les enseignants, les enfants d'enseignants, pour accueillir les enfants de routiers, pour accueillir les enfants de soignants avant tout. Et elles ne perçoivent pas la prime Covid. C'est le premier truc. Mais après, moi, je voudrais que vous vous exprimiez sur justement cette CNAF que vous citez. Comment vous allez lui donner davantage de moyens? Comment vous imaginez structurer le métier des assistantes maternelles? Et si ça ne passe pas par la taxe sur le commerce en ligne, qu'importe, moi je m'en fiche. Mais je demande, vous me dites quelle est votre réflexion par rapport au métier d'assistante maternelle? Votant 104 exprimés, majorité 53, pour 19, contre 85. L'amendement n'est pas adopté. Monsieur Ruffin, pour le 1961. Il faudra nous rappeler, disait le président Macron, et là je voudrais qu'on se rappelle des auxiliaires de vie sociale. Sylvie, Véronique, Isabelle, Martine, Delphine, qui ont continué à travailler pendant la crise Covid, qui ont continué pour Delphine à Dieppe à réchauffer les repas de Madame Michaud, pour Martine qui a continué à Abbeville à enfiler les bas de Madame Galland, pour Isabelle qui a continué à laver Joël. Elles ont continué en ce moment où nous restions chez nous, elles ont continué sans masque, sans gel, sans surblouse, elles ont continué malgré les pharmacies, les préfectures et les ARS qui leur disaient « vous n'êtes pas prioritaire, vous n'êtes pas profession médicale ». Elles ont continué avec quels horaires? 8 h du matin, 8 h du soir. Elles ont continué, même en accéléré, puisque le gouvernement, à ce moment-là, leur faisait passer l'ordre qu'il fallait qu'elles délivrent les repas plus vite. Sur la préparation et la prise du repas, la fiche gouvernementale spéciale Covid-19 préconise de réduire les temps d'intervention. Et elles demandaient elles-mêmes comment pouvait-on faire alors qu'on est déjà à 30 minutes pour lever quelqu'un, le laver, le nourrir. Elles ont continué pour quel salaire? Vous le savez, bien souvent pour moins que le SMIC, pour moins que le salaire minimum, avec un taux de pauvreté qui, chez les auxiliaires de vie sociale, est 3 à 4 fois supérieur à la moyenne des salariés. Il faudra nous rappeler, je viens rappeler pour qu'elles ne soient pas les oubliées du budget, parce qu'elles n'étaient pas nommées, elles ont été là rattrapées par la queue d'un amendement, mais quelles sont les marges de manœuvre que vous comptez dégager pour construire un statut et un revenu aux auxiliaires de vie sociale? Merci, monsieur le rapporteur général. Défavorable. Monsieur le ministre, également.
Monsieur Ruffin, réponse. Je m'étonne que sur un sujet comme celui-là, vous répondiez juste défavorable, sans vous donner votre plan d'action en faveur de ce métier. Qu'il n'y ait pas un mot du gouvernement pour nous dire, voilà, il y a aujourd'hui 700 000 auxiliaires de vie sociale qui galèrent. Voilà le plan que nous avons. Ça ne va pas se régler aujourd'hui, soit, mais voilà le plan que nous avons. Voilà ce que nous comptons faire en faveur de ces femmes. Demain, il y aura besoin d'encore plus d'auxiliaires de vie sociale. Est-ce que la solution, ça va être une émigration choisie pour venir combler ce métier, ou est-ce qu'on va, ce qui est préconisé, ou est-ce qu'on va construire un statut, un revenu, de manière à ce que les gens ne le quittent pas? Aujourd'hui, quand je regarde les statistiques, pourquoi les gens quittent ce métier? Pourquoi il y a un turnover énorme là-dedans? La première cause, c'est la rémunération insuffisante à 35%. La deuxième cause, c'est l'organisation du travail et des horaires à 23%. La troisième cause, qui est au fond un peu la même, c'est le temps partiel subi, ce qui revient à rémunération insuffisante et organisation du travail. Et la quatrième cause, c'est la pénibilité physique et psychique. Voilà 4 causes majeures pour lesquelles ce métier est aujourd'hui dévalorisé, malmené. Que répond le gouvernement pour résoudre ces soucis-là, qui sont des soucis demain pour nous tous, en tant qu'accompagnants de personnes âgées et en tant que futures personnes âgées nous-mêmes? Votant 110, exprimé 110, majorité 56, pour 22, contre 88. Monsieur Ruffin. J'ai eu une fin de vie il y a 2 ans, la personne est décédée dans mes bras, et aussitôt après, on s'en va travailler. On s'attache quand même aux personnes. C'est une audition réalisée à Dieppe d'une auxiliaire de vie sociale et qui raconte comment elle partage avec ces personnes âgées les souvenirs, les photos, les amours. Bien sûr, en théorie, c'est supposé être une relation professionnelle, mais il s'inscrit là-dedans beaucoup de personnel. Et lorsque survient le décès, c'est un choc et parfois un traumatisme. J'ai eu le décès d'une dame, ça faisait plus de 10 ans que je l'avais. C'était ma mamie à moi. J'ai travaillé le matin, ils m'ont attendu au cimetière. Ils ont attendu que j'arrive, ça m'a fait chaud au cœur. Ce que je voudrais proposer là, aujourd'hui, c'est une simple mesure d'humanité. C'est quoi? C'est que quand une personne, un bénéficiaire, comme on dit, décède, l'auxiliaire de vie qui l'a accompagné bénéficie d'un congé pour se rendre au deuil, pour se rendre aux funérailles, de manière à ce qu'elle puisse partager ce moment avec la famille à laquelle, bien souvent, elle a fini quasiment par appartenir. La deuxième mesure que je souhaite, c'est qu'il y ait toutes les semaines, pour les auxiliaires de vie sociale, un temps de groupe de parole. Une personne me dit, ce groupe de parole, pour rien au monde, je ne le louperai. Même quand on est en vacances, on y va. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on peut partager collectivement les conflits qu'on subit, les décès, les chocs, les inquiétudes. Sachant qu'aujourd'hui, les auxiliaires de vie, elles vivent chacun dans leur couloir, en badgeant avec le téléphone portable, en disant « mon patron, il est là » dans le téléphone portable, et en rencontrant assez peu leurs collègues, voire leur hiérarchie. Et donc je pense que donner des marges de manœuvre aux départements, aux associations, pour qu'il puisse y avoir 1 heure de groupe de parole, me paraîtrait une mesure positive. Parmi les oubliés, je voudrais signaler aussi par exemple le personnel des maisons d'accueil spécialisées, qui n'ont rien touché, ou encore chez les auxiliaires de vie sociale, les mandataires. Les prestataires vont percevoir une prime, on verra bien ce qu'elle sera en novembre, mais les mandataires ne vont rien percevoir. Sur votre plan, Madame la Ministre, là, vous mettez, j'ai lu dans la presse, 200 millions d'euros sur la table pour les auxiliaires de vie sociale. Ça se prend. Il y a 700 000 auxiliaires de vie sociale, ça fait un ratio de 25 € par mois. Je vais vous dire, en espérant que les départements mettent la main à la poche, ce qui n'est pas gagné. Bon, parce qu'ils sont même à la peine. Ça se prend. 25 € quand on est dans la galère, quand on a du mal à payer les factures, quand on a du mal à remplir le frigo, quand on compte derrière la virgule, ces 25 €, ça se prend. Maintenant, on va être honnête, ce n'est pas ça qui va sortir le métier de la pauvreté, ce n'est pas ça qui va créer des marges pour améliorer, pour changer le métier. Et surtout, je suis désolé, mais pour les pauvres, c'est toujours en millions, et pour les riches, c'est en milliards. Vous avez dégagé là 20 milliards d'euros de marge de manœuvre pour baisser les impôts dits de production pour les entreprises. C'est 100 fois plus. Et vous aviez déjà auparavant le crédit impôt compétitivité emploi, 100 fois plus.
Vous avez 10 milliards de flat tax, ISF et compagnie. Je veux dire, je prends les 200 millions d'euros, Madame la Ministre, pour les auxiliaires de vie sociale. Mais maintenant, le compte n'y est pas pour changer ce métier et faire que, à la fois, il attire et que les femmes qui sont à l'intérieur, qui aiment le faire, qui disent quand j'arrive chez la personne âgée, je suis leur rayon de soleil, elles ne se découragent pas et elles ne quittent pas le métier. Or, aujourd'hui, elles le quittent massivement. Voilà l'hémorragie que nous avons à résoudre. Voici les résultats. Votant 114, exprimé 113, majorité 57, pour 19, contre 94. Nous en venons au 1967. Monsieur Ruffin, vous avez la parole. Presque du jour au lendemain, j'ai perdu 3 enfants, 3 gros contrats, 1 500 €. À cause du déménagement des parents, d'une petite qui est rentrée à l'école en septembre, et Pôle emploi ne versait que 500 € pour mes 3 contrats perdus. Je suis tombé à 500 €. Heureusement qu'il y a des découverts. C'est Marie, assistante maternelle à Piquigny, qui témoigne ainsi. Et chaque mois de septembre, bien souvent, c'est l'angoisse pour les assistantes maternelles. Combien de contrats va-t-il leur rester? Pourquoi? Parce qu'on a des salariés qui sont quasiment, en théorie, salariés, mais en pratique, qui sont des auto-entrepreneurs, à la recherche de clients qu'ils doivent démarcher, devant fixer eux-mêmes leurs propres tarifs, se faisant souvent leurs propres fiches de paye. Pour un travail qui, vous le savez, consiste à accueillir les enfants bien souvent dès 7 h du matin, jusqu'au soir, parfois 7 h, 8 h, avec un domicile qui est envahi, avec plus ou moins de joie du côté du mari, et avec bien souvent un risque de tout perdre. Pourquoi? Parce que quand il y a séparation, on perd le conjoint, mais bien souvent on perd le logement, on n'a plus les moyens de payer les traites, ou les crédits, ou le loyer. Et comme l'agrément est lié à la maison, il y a le risque de perdre dans la foulée le métier. Marie poursuit en disant « Je me suis séparée, c'était le stress, je vivais la peur au ventre, ça a été affreux, trop d'incertitudes. Heureusement, j'ai pu garder mon domicile. » Et elle raconte l'histoire d'une autre assistante maternelle qui, elle, a tout perdu. Pour ces assistantes maternelles, dont on sait que le nombre va augmenter demain, pour les sortir de la précarité, je préconise, mais il peut y avoir d'autres proposition, de créer d'abord un conseiller Pôle emploi par département qui doit se spécialiser dans ce métier-là. Parce qu'il est bien spécifique et souvent, les conseillers Pôle emploi ne se retrouvent pas très compétents en face de tout ce tas de contrats qu'ils reçoivent. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il serait bon d'avoir un fonds de lissage, un fonds pour sécuriser les revenus de ces assistantes maternelles et que ça ne fasse pas comme des montagnes russes. Comme il n'y avait rien dans votre budget concernant ça, je me permets de vous suggérer ça pour le corriger. En général, défavorable, monsieur le ministre. Même avis. Madame la ministre, vous avez eu un mot sur les auxiliaires de vie sociale. Vous avez dit plus ou moins quel était votre plan. Je regrette que le gouvernement ne s'exprime pas à propos des assistantes maternelles, ne vienne pas ouvrir une perspective, un plan de changement. J'avais lancé un tweet et je me suis fait tacler, je regrette qu'il ne soit pas là, par Bruno Kessel et Aurore Berger et d'autres ténors de la majorité qui m'accusaient de payer la nounou de mes enfants, 4 € de l'heure. Pour information, mes enfants ont maintenant 9 et 12 ans, ils ne sont jamais passés par des nounous, qu'importe, ce n'est pas le sujet. Et ils me disaient, c'est 2 fois moins que le SMIC, merci patron. Mais je croyais, je souhaiterais moi qu'il soit là à mes côtés pour revaloriser ce métier-là. Parce qu'aujourd'hui, 4 €, ce n'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que 4 €, c'est le plafond, c'est la fourchette la plus haute, 4 € par enfant. Et en vérité, on est bien davantage aux alentours de 3 €, voire 2,80 € par enfant. Ce qui fait qu'on a des femmes qui travaillent du matin au soir, qui accueillent à leur domicile, en ce moment, qui en plus désinfectent tout, tous azimuts, qui ne toucheront pas la prime et qui se retrouvent à la fin du mois avec rarement le SMIC. Votant 104, exprimé 102, majorité 52, pour 18, contre 84.